y a 4 ans, balaboum, éclatait l'affaire Weinstein et à sa suite le hashtag MeToo, /balance ton porc, /regarde les hommes tomber. Non, ça c'est le titre d'un film de Jacques Audiard, mais ça résume bien ce qui s'est passé depuis 4 ans dans le monde de la culture d'abord, de l'industrie, des médias et bien sûr de la politique. Mais passé le déboulonnage des statuts, qu'est-ce qui a vraiment changé aujourd'hui dans nos vies et dans notre société? Est-ce que le mouvement MeToo est en train de s'affaiblir ou tout au contraire, sommes-nous seulement au début d'une véritable guerre des sexes? Allons-nous tout simplement pouvoir continuer, hommes et femmes, à vivre ensemble, y compris au sein d'un couple? C'est la question du moment et on en débat ce soir dans Le Point, avant de retrouver comme chaque semaine la chronique Humour, Amour, mais pas trop d'Alexandre Kominek. Bienvenue à vous toutes et tous sur l'Aimant Bleu. Et bienvenue à nos invités. Ce soir, Sabine Procoris, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe, psychanalyste et essayiste. Vous avez longtemps chroniqué pour le journal Libération. Et vous vous définissez, Sabine Procoris, comme une féministe universaliste dans la veine d'une Elisabeth Badinter, pour que tout le monde situe bien. Elisabeth Badinter qui a d'ailleurs préfacé l'un de vos ouvrages. Et jusque-là, j'ai envie de dire, tout allait à peu près bien pour vous, Sabine Procoris, jusqu'à cette semaine où sort votre tout dernier livre, Le Mirage MeToo. Mirage MeToo, c'est un titre soft en rapport à la charge que vous adressez au mouvement, que vous traitez d'ailleurs de totalitaire. Ça a été facile de le publier, vous aviez trop d'amis jusque-là, Sabine Procoris? En fait, ce n'était pas tellement facile de le publier, mais c'était intéressant cette expérience, parce que je ne veux pas vous raconter toute l'histoire, mais disons, j'ai été confrontée, disons, très concrètement, en traversant certaines difficultés pour publier ce travail, qui était apprécié par les gens qui étaient susceptibles de le publier, à une sorte de climat d'intimidation, comme si c'était un objet intouchable, si on griffait un petit peu la chose. Bon. Donc c'était intéressant parce que toutes ces péripéties m'ont quand même montré que ce que je soutenais n'était pas tout à fait absurde, c'est-à-dire il y avait vraiment un pouvoir d'intimidation qui me questionnait et qui m'a questionné depuis le début. Donc voilà, le livre sort ces jours-ci. On va voir ce qui se passe, s'il permet d'ouvrir un débat dont j'ai eu l'impression depuis quelques années, depuis 4 ans justement, qu'il était plutôt interdit. Permis ou pas, on va y revenir effectivement au courant de cette discussion. Je passe à vous, Églantine Jamet, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes une spécialiste des questions de genre, canal académique, vous êtes docteur en sciences sociales et ex-enseignante chercheuse à l'université Paris-Nanterre. On voit à l'écran d'ailleurs un de vos livres écrits à cette époque, Le curé est une femme, un joli titre. Mais depuis une dizaine d'années, plus de bancs d'unis et de salles mal aérées. Vous êtes aujourd'hui chef d'entreprise en Suisse et vous avez confondé la société Artemia, dont le core business, c'est de pousser d'autres entreprises justement à engager plus de femmes. Alors c'est pas suffisant pour vous, la théorie, il fallait passer un peu à l'action. Oui, c'est un peu ça. J'avais vraiment envie, en fait, de pouvoir concrètement aider à changer les choses et peut-être aussi d'une manière qui, justement, au-delà des paroles et des combats et des clivages, se dire, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour que ça avance ? Et on passe à Philippe Val, notre homme, le seul ce soir. Vous diriez féministe, Philippe ? On a toujours des difficultés quand on est un homme aujourd'hui à dire une chose pareille. On a l'impression d'être une espèce de démagogue, au mieux, pire, un collabo. Mais alors, je dois à la vérité dire que dans les années 70, j'étais dans un milieu plutôt libertaire, milieu de la culture, et qui était extraordinairement machiste et antiféministe. Et je travaillais avec un pianiste qui était extrêmement intelligent et qui était lui-même assez minoritaire parce qu'il était aveugle. Donc voilà. Et on était tous les deux des militants féministes et très isolés dans ce monde de garçons de gauche, libertaires, anards, qui comprenaient pas le mouvement féministe et qui étaient très hostiles. Nous, on était proches du MLAC, le mouvement de libération de l'avortement, qui était un mouvement très radical à cette époque. Donc voilà. Oui, je suis resté, bon, évidemment proche d'Elisabeth Badinter. Je fais partie de cette famille de féministes là, quoi.
Alors, de plus en plus d'hommes aujourd'hui se disent féministes. Reste néanmoins la question de savoir justement, est-ce qu'aujourd'hui les hommes sont autorisés à donner leur point de vue sur les questions qui concernent les femmes? Ça fera partie probablement aussi des questions qu'on va aborder ce soir, la différence entre l'être et le faire. Et le faire, pour vous, je le rappelle brièvement, hein, Philippe Val, 17 ans à la tête de Charlie Hebdo, ancien directeur de France Inter, écrivain et essayiste. Et Inès Elsig, bonsoir. Bonsoir. Alors vous, Inès, vous vous définissez d'abord et surtout comme une militante féministe et antiraciste. Vous êtes là d'ailleurs en tant que membre de la greffe féministe genevoise. Antiracisme et féminisme, est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement qu'est-ce que ces deux combats ont à voir? On va y revenir aussi, mais j'aimerais vous entendre d'abord sur cette question. Alors, la réponse la plus simple, c'est de dire simplement que la moitié des personnes qui subissent le racisme sont aussi des femmes et que donc, en fait, elles sont aussi concernées par les questions féministes. Donc ça, c'est la réponse courte. La réponse un peu plus longue, c'est qu'en fait, nous vivons dans une société qui instaure par des mécanismes formels et informels des inégalités entre les individus et les individus, que ce soit en raison de leur genre, de leur appartenance dite ethnique, de leurs origines, de leur orientation sexuelle et de genre, et que, en fait, un combat pour l'égalité se doit d'adresser plus largement la question de l'inégalité, de manière générale, avec peut-être beaucoup plus d'efficacité qu'en se concentrant uniquement sur l'une de ces inégalités spécifiques. Alors il se trouve que moi, je suis investie particulièrement sur les questions de sexisme et d'antiracisme. Alors, le sexisme, justement, MeToo, on fête cette semaine l'anniversaire ou pas. On va faire un petit bilan avant de se plonger dans les grandes questions du « et quoi maintenant ». À votre avis, Sabine Procoris, qu'est-ce que les femmes ont gagné depuis 4 ans ? Bien, vraiment, je me le demande. Si on met les choses en perspective, je dirais que j'ai l'impression qu'elles n'ont pas gagné grand-chose et que MeToo est probablement, malheureusement, même si le mouvement a attiré l'attention sur des questions évidemment tout à fait sérieuses, peut-être trop occultées pendant un certain temps, je pense que c'est un miroir aux alouettes, cet affichage féministe, et qu'elles n'ont pas gagné grand-chose, ni les hommes non plus, ni la société. Et sur les acquis que MeToo a permis pour les femmes depuis 4 ans. Justement, les acquis, je ne les vois pas vraiment. Parce que je me suis rendu compte, c'est pour ça que mon livre s'appelle « Le Mirage ». Je pense que ça a été certainement un grand espoir. Il y a un affichage féministe évident dans MeToo, mais je pense qu'en analysant le phénomène d'assez près et d'assez en détail, il me semble que c'est un affichage simplement. C'est-à-dire que les femmes ne me semblent pas avoir gagné grand-chose. C'est-à-dire que les petits chefs continuent à être des petits chefs. Et je pense que ce qui s'est passé, c'est l'introduction d'une espèce de suspicion généralisée, si vous voulez, où personne n'est gagnant, ni les hommes ni les femmes, et surtout parce que, en fait, les femmes ont été en quelque sorte sommées de se placer en position de, on va dire, identité victime, par structurellement victime dans MeToo. D'ailleurs, quand on regarde comment fonctionne le hashtag, une remarque déplacée, par exemple, ce qui est arrivé à Sandra Müller, Madame Balance ton porc, eh bien, c'est quelque chose qui est mis en continuité tout à fait directe avec, par exemple, un viol. Et c'est ainsi on va un petit peu disséquer les problèmes. Moi, j'aimerais faire réagir justement sur ce que vous avez dit. Oui. Vous avez dit les petits chefs restent les petits chefs, finalement, justement. Alors, ou chefs, eux. Églantine Jamet, sur le plan strict de l'égalité des sexes, justement, est-ce que MeToo, ça n'a pas été justement une grande avancée ou pas, selon vous? Je pense que c'est assez contrasté. Ce qui m'amuse un peu, c'est que je suis assez d'accord avec vous que les petits chefs restent les petits chefs. Et donc, j'ai un petit peu du mal à comprendre la conciliation entre ça, qui fait qu'en fait, il y a encore beaucoup de travail à faire et que moi j'ai l'impression que MeToo c'est juste un petit peu un éclat comme ça de libération de quelque chose qui devait se libérer et qui a aussi permis peut-être de commencer à mettre fin à une forme d'impunité finalement de pouvoir et de domination exercée par des hommes qui, parce qu'on appartient en fait à un système où on ne se rendait peut-être même plus compte qu'on franchissait une ligne. Et c'est là qu'il y a cette notion de continuum entre une remarque, une blague, un geste, un attouchement, une violence sexuelle, un viol, etc. C'est pas pour dire que c'est la même chose, c'est pas pour dire qu'une remarque c'est aussi grave qu'un viol. C'est pour dire qu'on vit dans un système dont on a hérité, on n'est pas coupable de l'avoir inventé. Les hommes et les femmes qui vivent aujourd'hui sur cette planète ont hérité cela. Moi je pense que la question qu'il faut se poser c'est jusqu'à quel point ça nous fait du bien.
une fois qu'on a un peu pris conscience, et je pense que MeToo, ça a permis un peu ça quand même, une prise de conscience de cette impunité et de ce système, et puis une forme de sororité quand même dont on avait peut-être besoin après une plus grande difficulté à penser les questions féministes depuis la Oui, fin de la il faut être clair, plus personne, c'était quasiment un gros mot, hein, de parler de féminisme Voilà. Donc, avant MeToo. Là-dessus, je pense qu'on a gagné quelque chose. Après, effectivement, on est très loin d'avoir, à mon avis, renversé la table et de penser que finalement, aujourd'hui, ça va trop loin, ou que les féministes ont pris le pouvoir, ou que les hommes sont opprimés. Ouais. Je pense qu'on est quand même assez loin de ça. Et moi, ce que j'aimerais surtout, c'est qu'on se pose la question de qu'est-ce que les hommes ont aussi à gagner à cela, à ne plus vivre dans ce rapport de domination et à penser les relations avec l'autre sexe de manière apaisée. Et je pense que quand on prend le problème par cet angle-là, d'abord, on peut penser des solutions et surtout, on peut penser quelque chose d'apaisé et non pas une confrontation. Mais Inès Elsick, est-ce qu'on n'a pas un peu trop braqué justement sur les questions sexuelles et oublié un peu d'autres combats, comme par exemple l'égalité des salaires, l'égalité de la représentation dans les entreprises et autres, et autres, et autres? Justement, je suis assez d'accord avec ce que dit Madame Jamès. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut aussi se poser la question, en fait, au final, quelle est la route en fait qu'on emprunte finalement à partir de là. MeToo a 4 ans. Le patriarcat et les violences sexuelles et sexistes, elles sont plurimillénaires. Donc, si on remet un peu à l'échelle, c'est pas étonnant que toute cette charge civilisationnelle et sociale soit compliquée à déconstruire. Maintenant, MeToo, ça a été un mouvement de libération de la parole avant tout. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, les conséquences, on va dire, juridiques, notamment sur les personnes perpétreuses d'actes de violence sexuelle et de viol, ont été particulièrement minimes par rapport à l'ampleur qu'a pris le mouvement MeToo. Mais ce qui est intéressant, c'est que la culture féministe, à travers MeToo, aujourd'hui, elle a fait tache d'huile. Par exemple, nous, à la grève féministe, si nous avons été aussi nombreuses dans la rue le 14 juin 2019, on a été 500 000 femmes dans la rue, et nous n'étions pas là uniquement pour parler d'égalité salariale, mais aussi de violence sexuelle, et pas uniquement de violence sexuelle, mais également d'équité dans la représentation politique, médiatique et autres. Si les sujets féministes sont devenus audibles et intelligibles pour un grand nombre de personnes, nous pensons que c'est dû, en partie en tout cas, donc, à tout le travail féministe qui a été fait par les féministes de longue haleine depuis des décennies, mais aussi grâce à ce jaillissement qu'a été MeToo. Et jamais, dans notre histoire, on va dire, très contemporaine, nous n'avons eu ce sentiment autant de pouvoir participer au façonnage en fait, du futur. Et maintenant, alors justement, est-ce que MeToo, on est en train de tourner la page et aller vers autre chose, mais vers quoi, justement, D'abord, je voudrais rappeler quand même quelque chose, c'est que je suis contente de vous entendre parler des luttes féministes plus anciennes, mais tout se passe quand même avec MeToo comme si c'était le degré, l'an zéro du féminisme. C'est-à-dire comme s'il n'y avait rien eu avant. Par exemple, sur la question... Non, mais vous êtes d'accord oui, que pendant des années, on ne parlait plus, il y a eu des pics du féminisme, mais ça faisait quand même bien de décennies que le féminisme était un peu au point mort. C'est-à-dire que moi, je vois bien, en entendant par exemple des gens dans ma clinique, les jeunes femmes qui vous disaient le féminisme, c'est plus le problème c'est le racisme. Bon. Tout se passant comme si on avait complètement oublié que Simone de Beauvoir, qui est traitée par Judith Butler de féministe. Judith Butler, rappelez peut-être. Judith, la philosophe qui est inspiratrice quand même américaine de le trouble dans le genre, etc. Inspiratrice de toutes les luttes dites intersectionnelles. Simone de Beauvoir n'a jamais séparé sa réflexion sur le racisme de sa réflexion sur le féminisme. Simone de Beauvoir, ça date un peu, pas au sens de la valeur de ses textes, mais je veux dire, ça fait longtemps qu'il n'y a plus de grands mouvements. Cette façon de dire ça date, moi, ça me pose un peu un problème, parce que tout se passe comme si on commençait avec MeToo, avec Adèle Haenel, Alice Coffin, etc., alors qu'en réalité, il y a quelque chose d'une sorte d'oubli, de quelque chose, d'une historicité, d'une histoire, en remplaçant la notion d'histoire par la notion de quelque chose de systémique. Et là, je pense qu'on perd quelque chose de l'histoire. Et alors, quant à ce que vous appelez de vos voeux une société apaisée, je suis tout à fait favorable à ça et d'accord avec vous. Seulement, ce que je constate, c'est pas tout à fait ça. Ne serait-ce que dans les pancartes des colleuses ou des manifestations MeToo. Quand on lit sur les murs de Paris ou dans les pancartes des manifestations MeToo, le kérosène, c'est pour les violeurs, pas pour les avions, je ne suis pas sûre que ce soit très apaisé.
Oui, pardon, j'aimerais vous faire réagir justement sur le fait, est-ce que MeToo a été, il y a eu une négation finalement du féminisme qui avait... Non, mais moi je ne crois pas du tout. Alors après, il y a des discours, peut-être que aussi il y a un focus médiatique qui est mis sur certains discours ou sur certaines affiches particulièrement choquantes. Dans les mouvements, il y a toujours une forme de radicalité. Voilà, les suffragettes sont mortes pour que les femmes aient le droit de vote. Et c'est bien là le problème. Benoît de Groult disait le féminisme n'a jamais tué personne, le machisme tue tous les jours. Alors peut-être qu'il y a des pancartes qui sont choquantes, mais je ne crois pas que les mouvements féministes, justement, soient parmi les plus violents de l'histoire. En revanche, ce qui est toujours perçu comme très violent, c'est quand une femme sort de son rôle de gentille qui prend soin des autres et qui va exprimer une certaine colère. La colère et le féminin, ce n'est pas quelque chose de très bien réconcilié. Mais moi, je crois que Simone de Beauvoir, elle est totalement moderne. C'est elle qui a inventé ce que c'est que le genre. Mais pas au sens du genre de Butler, pas du tout. Alors, oui, mais c'est un autre sujet. Judith Butler, c'est pas la maîtresse à penser de toutes les féministes contemporaines. Moi, je suis pas d'accord avec ça. C'est un courant. Source d'inspiration très importante. C'est une source d'inspiration. Je pense qu'il y a des choses aussi d'un point de vue philosophique, d'un point de vue de penser plus loin que la binarité, que les normes actuelles, qui est très intéressant intellectuellement. Mais c'est pas forcément ça qui est lié de manière complètement. Alors juste parce que je pense que beaucoup de nos téléspectateurs ne savent pas toutes les courants qui animent aujourd'hui le féminisme, les deux grandes tendances aujourd'hui, ou la grande tendance aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous la décrire en quelques mots, juste pour qu'on ait à peu près les idées au clair sur ces questions? Moi, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une ou deux grandes tendances. Je pense que c'est vraiment un féminisme très pluriel. Effectivement, il y a le féminisme intersectionnel qui tend à montrer comment différentes formes de discrimination s'entrecroisent. Et ça, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on en a besoin pour aller plus loin que juste un féminisme universaliste qui peut tout penser. Mais ça ne veut pas dire que le féminisme universaliste est faux, et ça ne veut pas dire que historiquement, ce qu'il a dit n'est pas juste. Moi, je crois que c'est pas sain d'opposer les féminismes et de monter en épingle justement les divisions du féminisme. C'est vrai que le féminisme est pluriel, mais je pense qu'on peut à la fois reconnaître les apports de l'intersectionnalité et du fait de penser justement les discriminations croisées parce que ça enrichit quelque chose. Et dans le même temps, typiquement, moi, c'est un reproche un peu que je pourrais faire à la grève des femmes en Suisse, au collectif, c'est de tout mélanger. Parce que je pense que quand on mélange tout, on est plus lisible sur vraiment le combat qu'on veut porter, puis on clive. Parce que non seulement il faut être féministe, mais il faut être féministe et puis défendre un certain nombre d'autres combats. Donc c'est juste qu'à mon avis, le fait de tout mélanger n'est pas forcément utile. Mais en revanche, d'avoir une approche plus nuancée, de ne pas forcément être tout le temps pour ou contre, dès que quelqu'un dit quelque chose qui ne correspond pas exactement à ce qu'on pense, ça je trouve que c'est assez dommage et c'est tout à fait monté en épingle aujourd'hui. On peut être universaliste, être d'accord avec 80% de ce que dit Elisabeth Badinter et s'inscrire en faux par rapport à certaines de ses positions sans pour autant vouloir la jeter au pilori, la clouer au pilori. Donc vous voyez, c'est ça qui est dommage en fait, c'est qu'au lieu de s'enrichir d'ouverture de regard que peuvent nous apporter les différents courants, on doit absolument rejeter quelque chose dès qu'on n'est pas 100% d'accord. Inès Elchik, justement, le côté un peu intégriste, vous le reprenez à votre pour un peu reprendre sur la question qui était posée tout à l'heure par rapport à ce que Madame disait sur le fait qu'on pouvait avoir l'impression qu'il y avait une perte de mémoire par rapport au féminisme. Alors premièrement, il faut savoir que le mouvement MeToo n'a pas été lancé par n'importe qui, mais par des femmes qui étaient militantes féministes, des militantes de terrain qui s'investissaient depuis des années. Et qui, par exemple, la campagne MeToo, avant de devenir un hashtag populaire en 2017, c'était une campagne lancée par une femme, une militante afro-américaine qui s'appelle Tamara Burke et qui a été la première justement à utiliser ce terme. Mais au-delà d'elle, qui était donc une féministe de longue date, par exemple chez nous à la grève, on a des femmes qui ont été des militantes pour le droit de vote des femmes en Suisse, qui a été acquis il y a 50 ans maintenant, donc des femmes qui ont été impliquées sur la grève de 1991 et la question de la loi sur l'égalité, des femmes qui ont combattu pendant des années pour la légalisation de l'avortement. Donc en fait, les féministes d'aujourd'hui, elles sont aussi porteuse de cette mémoire-là. Et cette mémoire-là, souvent d'ailleurs, elle est portée par les mouvements féministes. Et cette mémoire n'est pas encore assez popularisée, connue, on va dire, de manière générale, dans le savoir de manière générale. Et sur le côté un peu intégriste, parce qu'en préparant de cette émission, j'ai eu une femme féministe que je ne nommerai pas, mais qui m'a dit justement, pour moi, Elisabeth Badinter, c'est pas une féministe. Donc il y a ces clivages, ils existent au sein du féminisme aujourd'hui, et ce côté justement guerre entre femmes, est-ce que ça pas justement, c'est complètement délétère pour
pour les revendications féministes? Alors non, ou enfin, féminines tout, aujourd'hui tout mouvement social et aussi toute discipline scientifique, parce qu'on l'oublie aussi, le féminisme est aussi un sujet d'étude dans les universités, est sujet à discussion, à débat, à remise en question. Donc, par exemple, si on parle de Simone de Beauvoir, qui est une philosophe, ses idées, comme l'idée de tout autre philosophe, Simone de Beauvoir n'est pas un totem intouchable. C'est-à-dire qu'on peut lire Simone de Beauvoir et reconnaître son héritage. Mais sur ce qui se passe aujourd'hui, au sein de la grève féministe ou dans d'autres mouvements féministes, ce côté un peu radical vis-à-vis d'autres femmes et d'autres courants féministes et vis-à-vis même des hommes, ça, vous dites que ça n'existe pas? Je ne dis pas que ça n'existe pas, je dis que c'est sain qu'il existe des débats vifs. D'ailleurs, dans le mouvement ouvrier, dans d'autres mouvements pour les luttes des droits civiques, dans le mouvement LGBT par exemple, il y a aussi des débats qui peuvent être très vifs. Il y a des idées qui peuvent être diamétralement opposées. Et en fait, la vivacité de ces mouvements, elle est aussi donnée par cet apport intellectuel, militant, continu. Je vous vois avoir envie de réagir, Philippe. Quand j'ai vu arriver MeToo, et que j'ai pris connaissance, comme tout le monde. Vous l'avez vécu comment, comme homme? Oui, je viens de ce qui était reproché à Weinstein. Je me suis dit, c'est que justice, enfin, il n'y a pas de problème. Mais j'avais quand même un petit souci en arrière-fond. C'est que l'affaire MeToo arrive en 2017. En 2017, voilà, c'est ça. Donc, provoque une réaction absolument massive dans les milieux féministe, avec une mise en alerte, enfin une alerte tout à fait légitime il faut libérer le discours, etc. Mais en 2016, la nuit du Nouvel An à Cologne, 1200 femmes ont été agressées sexuellement pendant la même nuit, 1200 femmes. Silence radio dans les milieux féministes. De ces mêmes milieux féministes. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas la réponse. Mais quand il y a eu l'affaire Weinstein, tout de suite j'ai pensé à la nuit de Cologne. Je me suis dit, mais pourquoi ça ne s'est pas déclenché là? Alors peut-être que c'est une réaction un peu naïve de ma part. Pourquoi alors, ce silence? À votre avis? Alors je voudrais poser la question aux personnes qui sont concernées, qui sont très actives dans MeToo, mais qui n'ont pas réagi à cette période-là, à cette espèce de phénomène quand même massif, 1200 agressions sexuelles contre des femmes en une nuit. Vous avez une hypothèse, j'imagine, pour que vous le dénonciez ici. Et ce qui me choque dans le mouvement MeToo aujourd'hui, je pense qu'il parle de choses dont il faut parler, de choses absolument réelles, mais la façon dont ils en parlent, les analyses, les conclusions sont absolument sujettes à caution. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit que des situations qui se passent, qui se perpétuent dans des démocraties pluralistes qui travaillent sur la question du féminisme, mais dès qu'on sort ce qu'on appelle les démocraties occidentales, alors là, rien ne se passe. Rien ne se passe. S'il y a des manifestations de l'intersectionnalité, par exemple, on voit des gens défiler, par exemple, pour la Palestine, le Hamas. On est indifférent aux crimes perpétrés dans certains pays contre les femmes, parce que ce sont des pays qui ne sont pas des démocraties occidentales. Le féminisme radical de MeToo ne s'exerce que dans les démocraties occidentales, là où le féminisme, précisément, a connu une espèce de progression qu'il faut bien avouer depuis la Seconde Guerre mondiale, droit des femmes, avortement, etc. Bon, la contraception, la récupération de son propre corps et l'égalité des droits. Et donc, il y a un vrai problème là qui mériterait qu'on l'analyse et qu'on s'y arrête. Pourquoi pas la nuit de Cologne? Pourquoi Weinstein après? Je voudrais savoir pourquoi. Alors, on va poursuivre le débat parce que malheureusement ou heureusement, c'est le moment de faire une courte pause. MeToo, 4 ans et après. Est-ce que les femmes et les hommes peuvent encore vivre ensemble? On continue d'en parler dans quelques instants. Le point de retour, MeToo, 4 ans après, où en sommes-nous aujourd'hui? On continue d'en parler avec Sabine Procoris, Églantine Jamet, Inès Elchick et Philippe Val. Tout ça, bien sûr, en attendant la minute humour MeToo, ça nous fait déjà peur, d'Alexandre Kominek en fin d'émission.
Et donc Philippe, vous étiez en train de poser sur la table la question de pourquoi double traitement, pourquoi est-ce que vis-à-vis des viols à Cologne, les féministes selon vous se seraient tues et dans MeToo, elles se taisent beaucoup moins. On va peut-être laisser répondre Inès Elchik. Alors, ce que M. Val essaye de... Si je résume très clairement, c'est pourquoi est-ce que les hommes blancs s'en prennent plus que les autres? C'est ce que vous essayez de dire. Alors, premièrement, les événements de la nuit de Cologne, certes, sont antérieurs au mouvement MeToo, ont fait l'appel d'un grand nombre d'interpellations, d'un grand nombre de procès, et aussi d'une déformation médiatique qui a été depuis, en fait, assez démontrée. Ce qui veut dire que ces interpellations et ces procès, c'est un peu la marche normale de la justice. Et là où l'affaire MeToo, où l'affaire Weinstein, par exemple, a indigné, c'est l'impunité de plusieurs décennies qui en fait entache les vies des femmes lorsque ce sont des hommes de pouvoir qui sont eux perpétrateurs de ces violences. Et c'est là où en fait le mouvement militant en fait est entré en jeu, c'est que on est bien dans un cas où le système judiciaire et policier n'a pas fait son travail, où on voit les angles morts de ce système judiciaire et policier. Quoi qu'on pense du système policier, moi j'ai... Ok, mais sur la question justement du double traitement, pardon, j'aimerais juste un point de précision sur la question du double traitement. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'associations féministes, LGBT aussi, qui soutiennent par exemple la cause palestinienne. On les voit manifester, parfois avec des représentants aussi plus douteux. Et du coup, là, on a de la peine parfois à comprendre parce qu'on se dit finalement la position des femmes et des homosexuels, par exemple, elle est meilleure quand même à Tel Aviv que dans les territoires occupés. Comment est-ce que ça se fait justement qu'il y ait eu cette collusion et que peut-être une certaine cécité, non? Alors, sans être personnellement une experte de la question palestinienne, il est assez simple de comprendre que quand vous êtes dans un territoire palestinien bombardé, que vous soyez queer, que vous soyez femme, quand vous êtes bombardé comme l'a été par exemple Gaza dernièrement, votre vie, quand vous êtes sous embargo, votre vie est particulièrement difficile. Mais sans parler des conditions matérielles, je pense que la considération des homosexuels... Ensuite, il faut savoir qu'il y a des mouvements queer palestiniens qui eux-mêmes se positionnent à la fois contre la colonisation et contre les violences homophobes, transphobes et de manière générale contre ce qu'on appelle l'hétérosexisme. Dans les mouvements LGBT, qui sont tout aussi divers que les mouvements féministes, parce qu'en fait, voilà, aujourd'hui on parle de féminisme universalisme et féminisme intersectionnel, mais ces courants sont aussi présents dans le mouvement LGBT. Donc moi, en tant que féministe et antiraciste, je ne vais pas prendre la parole à la place de quelqu'un, mais ces questions-là, en fait, elles sont transversales dans toutes les luttes sociales. Et ces questions, en fait, de croisement des oppressions, elles sont réelles et elles sont cruciales aujourd'hui, parce qu'enfin, il y a une libération de la parole qui permet aux personnes d'avoir une nuance, en fait, de positionnement, de dire, voilà, je ne suis pas que gay, je suis aussi palestinien. Et je souffre effectivement des LGBT-phobies, mais je souffre aussi de la colonisation. Donc aujourd'hui, je pense que le but du débat, c'était vraiment pas d'aller sur la Palestine, c'était vraiment de rester sur les femmes, mais sur effectivement de cette ère, le double traitement ou pas de certains cas justement de harcèlement par les hommes. Ça c'est quand même le cœur du débat. Ce que je dis, c'est que le manque de considération judiciaire notamment, c'est ce qui a beaucoup animé en fait les mouvements féministes. Parce que nous, dans les mouvements féministes, souvent on s'est rendu compte que si nous, on n'en parlait pas, personne n'en parlait. Si nous, on ne prenait pas la parole, en fait, il n'y avait pas la marche, on va dire, ordinaire de la justice. Oui. Et donc, en fait, c'est là où le mouvement militant est là pour amplifier des situations. Il n'est pas là pour être un tribunal populaire, comme certains pensent le croire. Bon, alors, je crois que là, il y a plusieurs plans que vous les articulez pas tant que ça, vous les mettez ensemble, disons plutôt. Je voudrais quand même revenir sur Cologne, parce que quand même, la question, c'est peut-être, je suis d'accord avec vous que sur l'affaire Weinstein, etc., la justice, enfin, il y a eu quelque chose, il y a eu un procès, il a été condamné. Bien. Lourdement. C'est exact, lourdement, très lourdement. C'est exact, peut-être, qu'il y a eu un certain nombre d'interpellations, etc. N'empêche que la question que posait Philippe Val n'était pas celle-là. La question, c'était pourquoi le silence des associations féministes. Et j'ai lu un certain nombre Alice Schwarzer, en Allemagne, a attiré l'attention là-dessus, qui est quand même une féministe
notoire. Hein. J'ai lu un certain nombre de choses là-dessus, et ce qui apparaissait, notamment dans un certain nombre d'articles d'une certaine presse, je pense par exemple à un article d'un sociologue français qui s'appelle Éric Fassin, qui a écrit un article très clair, hein, en disant « mais si on accuse, si on dénonce ça, en fait on est raciste ». Alors là, il y a quand même une question. Et l'autre chose que je voulais dire concernant une de mes interrogations en fait sur MeToo, c'est-à-dire sur vous avez parlé de la mémoire des féministes, oui c'est vrai, mais je pense qu'elle est un peu pâlie, si vous voulez. Vous étiez très proche du MLAC, mais je voudrais juste, pour revenir aux faits, comme disait Virginia Woolf, et juste vous demander votre avis sur quelque chose qui s'est passé pendant la présidence de Donald Trump. Vous vous souvenez de la nomination du juge Brett Kavanaugh à la Cour suprême des États-Unis. Et il a été nommé finalement, mais ce qui m'a frappé énormément au moment de toute cette affaire-là, c'est que les féministes n'ont pas... Alors déjà, les citoyens, d'une manière générale, ne se sont pas dressés contre cette nomination. Vous pouvez juste nous rappeler les faits? Alors, pendant le mandat de Donald Trump, il avait la possibilité de nommer un juge à la Cour suprême, et il a voulu nommer un juge qui s'appelle Brett Kavanaugh, qui est un juge ultra-conservateur, ce qui permettait à la Cour suprême d'avoir tout pouvoir sur toutes les questions de mœurs, notamment. Bien, de mode de vie, etc. etc. D'ailleurs, on le voit. Hein, on le voit parce que là, ils y sont de manière pérenne, les juges à la Cour suprême. À vie. À vie. Et donc ce juge-là, il voulait absolument le mettre là, Donald Trump, on comprend pourquoi, évidemment. Mais les féministes, alors d'abord les citoyens lambda, ils ne se sont pas dressés, la presse n'a pas tellement mis en évidence le fait que ce type-là avait menti un nombre incalculable de fois dans l'exercice de ses fonctions. Ce qui, ne serait-ce que ça aurait dû le disqualifier. Mais les féministes, ce qui m'a énormément frappée, c'est qu'elles ont mis en avant, pour aller contre cette nomination, non pas le fait que ce juge avait des positions anti-avortement absolument violentissimes, radicales. Et d'ailleurs, on voit, jour après jour, aux États-Unis, un État après l'autre, le droit à l'avortement disparaît. Et ils ont mis en avant, les féministes, à cette époque, une histoire absolument glauque et sordide qui s'était passée 40 ans auparavant, ou dans une histoire de teenager éméché où il avait harcelé sexuellement une jeune fille, ce qui était moche, glauque et en effet assez dégoûtant. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'à ce moment-là, c'est ça qui a été mis en avant, et non pas du tout la question de l'avortement. Et je me suis dit, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas un hashtag mondial « Moi aussi, j'ai avorté » ou « Je pourrais avorter » des femmes. Il n'y a pas eu ça, vous n'avez rien eu de tel. Alors que Dieu sait que ce droit-là, il est menacé partout. Aux États-Unis d'abord. Donc ça m'a quand même questionnée et j'avais... Bon, je ne vais pas le développer ici parce qu'on n'a pas le temps, mais j'ai une hypothèse là-dessus et je pense que c'est lié... mais on aimerait effectivement revenir sur le maintenant. Oui, mais justement, je pense que c'est lié à la conception contemporaine du genre. Pas pour rien qu'on parle de genre et non plus du tout de sexe, d'une certaine manière, exclusivement de genre. Et puis voilà. Donc ça moi, j'aimerais votre avis là-dessus. Moi, ça m'étonne. Je pense qu'il y a une Alors, réponse vous répondez, Inès Elchik, et ensuite on avance un petit peu, parce qu'effectivement, ça serait intéressant quand même d'entendre votre avis sur dans quoi aujourd'hui s'incarne le combat féministe et quelles sont les luttes à mener et comment elles s'articulent. Alors, pour l'affaire de M. Kavanaugh, je pense qu'il y a une réponse toute simple. C'est que... commettre un viol et des agressions sexuelles sont de l'ordre du délictuel, du criminel, alors qu'avoir des opinions sur l'avortement, quels qu'ils soient, ne sont pas ni délictuels ni criminels. C'est pas des opinions. Elles ne sont pas morales. C'est pas des opinions. Elles ne sont pas morales. Au sens de ma morale féministe, elles ne le sont pas. Vous ne pouvez pas me répondre comme ça. Ce ne sont pas des opinions. Allez demander à une femme américaine qui veut avorter si c'est juste des opinions. Ce que je vous dis, c'est que dans un processus d'élection, c'était d'un point de vue simplement stratégique. Je pense que ces femmes se sont dit que d'un point de vue de la légalité d'avoir une opinion, combien même nous ne la partageons pas, surtout qu'aux États-Unis. La fin justifie les moyens. Je ne peux pas admettre une réponse pareille. La fin justifie les moyens. Moi, j'aimerais bien qu'on avance, Sabine Procoris, et j'aimerais bien maintenant, Églantine Jamet, justement, est-ce que MeToo est en train de s'affaiblir et en quoi, justement, aujourd'hui, ces revendications féminines s'incarnent-elles, à votre avis ? Écoutez, moi, c'est difficile un peu de faire le lien après ce qui vient de se passer, parce que ce que je trouve dommage, en fait, c'est qu'on oppose les combats. C'est-à-dire qu'on a tendance là moi, ce que je comprends de ce que vous dites, c'est que vous avez le sentiment que sciemment,
les féministes contemporaines ont privilégié de dénoncer des accusations d'agression Patiemment. sexuelle plutôt que de mettre en avant ses opinions conservatrices. Alors qu'en fait, je pense qu'il s'agissait juste de disqualifier ce juge pour son élection. C'était ça qui était en jeu. C'était pas une lutte d'opinion, puisqu'il a bien été choisi pour ses positions conservatrices, puisque Donald Trump, d'ailleurs, à ce moment-là, le président américain, nomme le juge à la Cour suprême. Mais Trump ne voulait qu'il soit à la Cour suprême uniquement pour qu'il lutte contre Mais bien l'avortement. sûr, mais ça, les associations féministes, elles peuvent faire ce qu'elles veulent, elles peuvent pas l'empêcher. Moi, votre Ils ont pas histoire de réussi Cologne, à faire éliminer Donald ça Trump. me fait penser à ce qui s'est passé récemment, où quand il y a eu la prise Mon de Kaboul. histoire de Cologne. Non, mais moi, je suis parfaitement d'accord avec vous que tout le monde aurait dû réagir beaucoup plus pour Cologne. Mais en revanche, je ne trouve pas qu'on puisse utiliser ça pour dire alors il y a 2 poids 2 mesures et puis MeToo. MeToo, c'est médiatique, c'est des gens de pouvoir, c'est des gens qui sont à Hollywood. S'il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de pouvoir en jeu, donc c'est C'était pas que emblématique. Hollywood et c'était pas que Non, mais c'était pas que l'Amérique, Hollywood. hein. Mais dans la différence, en tout cas de lumière qui a été mise en jeu après, que les associations féministes parfois soient gênées aux entournures pour ces questions de racisme, c'est un point que je partage entièrement avec vous. Ce qui me gêne, c'est qu'on utilise ça pour aller discréditer autre chose. Et je pense exactement au fait que là, quand Kaboul a été pris par les talibans, plein de gens ont mis sur Twitter partout. Alors les féministes françaises, elles sont où ? Mais attendez, les féministes françaises, elles sont horrifiées. Elles aimeraient faire quelque Non, on chose. les a pas elles beaucoup aimeraient aider. entendus. On les a Mais pas c'est- mais je beaucoup crois que entendus en c'est tout à fait Suisse non faux. plus au départ. Mais c'est On les a faux, pas il y a eu une entendus comme dans mobilisation. Et d'autres puis, cas de harcèlement. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on peut faire face à ces situations-là ? C'est-à-dire que je pense que, et c'est là où il ne faut pas opposer les luttes. Mais bon, pour revenir à votre question et pour savoir ce qu'on fait maintenant, il me semble qu'il faut prendre acte du fait que malgré ces dénonciations dont beaucoup disent qu'elles sont allées trop loin, il n'y a pas eu énormément d'évolution dans la répartition de qui a le pouvoir et qui mène le jeu. On peut saluer le fait qu'une certaine parole se soit libérée, on peut saluer le fait qu'aujourd'hui peut-être on nous rit un peu moins au nez quand on parle d'agression sexuelle, mais en revanche il y a encore beaucoup à faire. Mais j'aimerais souligner que ça, c'est pas un combat contre les hommes. C'est pas un combat contre l'hétérosexualité, comme certaines personnes veulent nous le faire croire. Alors, je ne vais pas paraphraser Mona Chollet, qui vient de sortir son livre sur ce que le patriarcat fait à l'hétérosexualité et qui parle de réinventer les relations entre hommes et femmes. Mais je pense que c'est ça qui est très important de comprendre. C'est que quand on lutte contre ce que la domination et la violence peut instiller comme effet négatif dans la relation entre les hommes et les femmes, on n'est pas en train ni de vouloir lutter contre les hommes, ni de ne plus vouloir l'hétérosexualité. On est en train de se dire comment on peut justement trouver un moyen d'être en relation et trouver une identité pour les hommes comme pour les femmes qui ne repose pas sur ce rapport de domination. Donc c'est ça qui est en jeu. Mais cette question de l'hétérosexualité, effectivement, qui est centrale aujourd'hui, hein, de nombreuses féministes, il y a beaucoup de livres qui sortent, c'est une thématique vraiment plus que dans l'air, il y a beaucoup de livres qui sortent aussi pour dire, voilà, comment sortir de l'hétérosexualité. Cette question-là, justement, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut être une bonne féministe et aimer être en couple avec un homme, Inès Elchik ? Alors, je pense qu'il faut être clair sur ce que c'est l'hétérosexualité. L'hétérosexualité, c'est une orientation sexuelle, mais c'est aussi un régime politique. Une orientation sexuelle, effectivement, on peut se dire, voilà, on ne choisit pas son orientation sexuelle. Dans ce cadre-là, bien entendu, l'orientation sexuelle hétérosexuelle égale à toutes les autres orientations sexuelles. Il n'y a pas de débat dessus. Je veux dire, Le régime politique, c'est très fort, hein, de dire que l'hétérosexualité, que le couple, c'est un régime politique. Puisqu'en fait, l'hétérosexualité érigée en régime politique influence les lois, la manière dont on pense le couple, la manière dont on pense la famille, que ce soit sur l'aspect juridique, représentationnel ou même, je dirais, civilisationnel. Et ça, là, on a une latitude et un choix. Mais ça, c'est l'hétéronormativité, c'est pas l'hétérosexualité. Et c'est là où C'est pas la même Il y a un chose. vrai problème. C'est pas la même Et chose. Alors donc, en peut-être fait- préciser vos concepts, parce que là, je pense que pas tout le monde a compris Et donc, ce que en c'était que la différence entre l'hétérosexualité et l'hétéronormativité. L'hétéronormativité, ça veut dire que toute la société repose sur le socle d'une seule possibilité qui est l'hétérosexualité et qui est très très imprégnée là du patriarcat et de tout ce qu'on porte comme histoire par rapport à ça. Et c'est pas la même chose que l'hétérosexualité en tant qu'orientation sexuelle. Exactement. Voilà, donc il faut distinguer les deux parce que, à mon avis, l'hétérosexualité en tant que telle peut tout à fait exister au-delà du patriarcat. Et c'est ça qui est formidable. Et je peux vous assurer, c'est Gloria Steinem qui parlait d'érotiser l'égalité. C'est évidemment ça qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'on a érotisé pendant des années, enfin des siècles, des millénaires, la domination. Donc même l'imaginaire érotique des hommes et des femmes est empreint
cet imaginaire-là de contraintes, de pouvoir ou de domination chez les hommes, de soumission chez les femmes, alors qu'en fait, l'égalité peut être un imaginaire érotique, mais il est à construire, il est à envisager. Et je peux vous assurer que ça donne des relations... Sean Connery était un James Bond violeur, comme vient de le dire justement le nouveau réalisateur du dernier James Bond. Il disait que voilà, c'était un James Bond violeur. Et donc cette érotisation, oui, qui est très dénoncée aujourd'hui, cette érotisation à travers le cinéma de la domination, mais néanmoins dans notre vie de tous les jours, on vit des couples avec des gens qui sont peut-être même déjà sortis un petit peu du patriarcat, mais justement, comment est-ce qu'on fait pour se débrouiller aujourd'hui quand on a à la fois des revendications, quand on est hétérosexuel et qu'on veut vivre un couple relativement harmonieux? C'est possible ou il faut faire le vœu de célibat? J'ai envie de dire, l'hétérosexualité a survécu à l'inégalité, à la violence et à la coercition. Elle survivra bien à l'égalité. Donc aujourd'hui, construire des relations saines au sein de l'hétérosexualité, mais pas uniquement, on va dire entre hommes et femmes de manière générale, quel que soit leur mode relationnel, qu'il soit sexuel, sentimental, amical ou autre, c'est aussi ouvrir la porte en fait aux hommes et aux femmes d'avoir des relations plus authentiques, plus entières, plus humaines. Qui soit basé sur le consentement, qui soit basé sur le libre-échange, enfin, libre-échange, pas au sens économique du terme, mais la liberté d'échange, et non pas sur la contrainte, la coercition. Et je pense que pour les hommes aussi, ils ont beaucoup à gagner, en fait, d'un tel régime, en fait, d'un tel monde où hommes et femmes sont beaucoup plus libres de se rapprocher. Ok, mais ce que disent les féministes, et beaucoup de féministes aujourd'hui, c'est justement l'hétérosexualité, c'est pas possible. Le couple, tel qu'il est, c'est pas possible. Il y en a même qui sont encore plus radicales, comme Alice Coffin qui disent, ou Virginie Despentes, qui disent que voilà, il faut devenir lesbienne, en gros, pour se libérer de cette domination et de cette pression que Alors, que elles le couple hétérosexuel ne donne. disent pas qu'il faut devenir lesbienne, elles disent Elle qu'elles... est soulagée quand elle est devenue, qu'elle est sortie de l'hétérosexualité. Qu'elles, personnellement, lorsqu'elles l'ont fait, ça leur a enlevé un poids. Donc Virginie Despentes parle par exemple du fait qu'elle dit « j'ai eu l'impression d'avoir 40 kilos en moins quand j'ai abandonné l'idée de me mettre en couple avec un homme ». Alice Coffin, quant à elle, parce que on parle de son livre « Le génie lesbien », lorsqu'on lit bien ce qu'elle dit, elle a toujours été lesbienne. Et donc, en fait, elle n'a pas eu à avoir pour des raisons politiques, à se séparer des hommes ou ne plus être avec des hommes. Donc elle, c'est son orientation sexuelle, elle est lesbienne. Et quand elle parle, par exemple, et ça c'est ce qui lui est souvent reproché, de dire qu'elle ne lit pas des livres d'hommes, qu'elle ne regarde pas des livres faits par les hommes, etc., ce qu'elle dit, c'est que nous vivons dans un monde où on est dans un océan de références masculines. Que elle, pour sa propre construction, elle a ressenti le besoin de se tourner vers les productions culturelles, artistiques féminines. Et elle finit son paragraphe par dire « mais j'y reviendrai certainement aux œuvres masculines également ». C'est-à-dire qu'elle sent qu'elle a l'impression qu'elle a besoin de cette phase de transition. Toutes les femmes ont le droit de se positionner par rapport à cette question de est-ce que je veux relationner avec des hommes ou est-ce que je ne veux pas. C'est la question du consentement qui est clairement au centre des relations, quelles qu'elles soient. Et cette question du consentement, aujourd'hui, elle devient audible. Et c'est aussi ça, en fait, l'héritage de MeToo, c'est que l'implicite du consentement qui est obtenu par la force, la coercition, l'insistance, aujourd'hui, c'est un mythe qui est en train de tomber. Et je suis d'accord avec Madame Églantine Jamet quand il dit qu'en fait, il faut aussi érotiser en fait, cette question de la liberté de s'engager dans une relation ou pas, de la liberté de rendre le consentement comme étant quelque chose d'aussi érotique que l'a été à un moment la coercition. C'est un défi culturel et artistique, mais je pense qu'on commence déjà à en voir les prémices. Philippe, la transition vers un couple justement plus paritaire, réellement plus paritaire, c'est possible? C'est compliqué parce qu'on touche à un domaine tellement... Le désir, c'est vouloir ce qu'on n'a pas. Donc, faire abstraction du jeu de la domination, ne serait-ce que je ne parle pas d'une domination, mais du jeu de la domination dans l'amour, c'est quelque chose de bizarre. Peut-être que moi, je ne suis absolument pas pour dominer qui que ce soit et l'empêcher d'être libre. Mais il y a des jeux d'amour et enfin, je ne sais pas comment vous dire, mais le désir, ça n'est pas des jeux à somme nulle. Si on veut ça, c'est compliqué. Enfin, on va avoir un petit problème de libido rapidement. Bon. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut... Mais je ne suis pas en train de faire l'apologie de l'asservissement de l'autre. Ça n'a rien à voir. Je parle d'un jeu. Mais une fois que vous êtes dans une relation équilibrée, vous pouvez avoir tous les jeux que voilà, vous voulez. Consentez d'entrer dans le jeu. Nous sommes d'accord, mais c'est juste ce que je voulais préciser. Ensuite, vous avez dit l'hétérosexualité, c'est un régime politique.
c'est peut-être vrai jusqu'en 1970. À partir du moment où les lois changent, à partir du moment où les textes, où la société se construit sur d'autres critères qui relèvent de la loi. Après, on ne peut plus dire ça. On peut plus dire ça de la même façon. Ça n'est pas vrai puisque maintenant le mariage homosexuel existe. C'est vrai parce que les droits des Pas femmes encore en Suisse. sont là. Bah, si vous venez de le voter. vous venez- Mais il n'est pas encore entré en vigueur. Oui, mais bon. Oui, mais enfin, vous voyez, c'est quand même un mouvement. On va vers ça et on Oui, s'en mais réjouit tous. justement, sans ces combats, on n'en aurait pas été à là. Ouais, c'est pas le vôtre, hein, le combat. Ça vient de plus loin. Oui, vous oui, venez je ne d'arriver. parle pas de- Vous c'est quand venez même d'arriver. Je ne Mais parle pas ça de moi vient personnellement, mais bon. Ouais. Non, mais vous en faites partie. Mais ne croyez pas que le monde est né le jour de votre naissance. Il y avait des choses avant déjà. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Non. Alors c'est un peu présomptueux vu que j'ai passé pas mal de temps à dire que nous reconnaissons l'héritage Voilà. des féministes qui venaient avant nous. Mais bon. vous pouvez cette laisser histoire ça à est une NFL longue Chic, histoire. quand même, Cette d'avoir histoire est une participé longue assez histoire. vite. Et voilà. Après, l'orientation sexuelle, la sexualité non reproductrice en général a toujours été réprimée dans les sociétés traditionnelles. Elle ne l'est pas dans nos sociétés occidentales. Elle ne l'est plus. La loi ne la réprime plus. Et c'est un fait majeur. C'est un fait anthropologique décisif. Il faut le reconnaître et s'en réjouir. Après, le problème, c'est que la majorité de ces luttes dont on voit les résultats aujourd'hui n'étaient pas des luttes contre les hommes, ou contre les homosexuels, ou contre les hétéros, ou contre, enfin bon, tout ça, tout ce qui n'est pas l'autre. C'était, par exemple, le féminisme, il était pour les femmes. Okay. C'était pour les femmes. Là, on entend tout d'un coup une musique, alors peut-être pas de votre part, mais on entend une musique très forte où c'est contre les hommes. Contre les hommes, ça n'a pas de sens. Oui. Et là, on va devoir conclure et je l'aimerais laisser quand même la mot de la fin à une femme, Sabine Procoris. Oui, mais très rapidement, déjà Alice Coffin quand même. Elle dit qu'elle reprend Wittig, les lesbiennes ne sont pas des femmes, et elle ajoute, les lesbiennes ne sont pas des homosexuels. Bon, ça veut dire certaines choses. Concernant la question de la sexualité, ce qui est mis en avant, c'est effectivement le régime politique, plus que la question de la sexualité, qui est évacuée d'une certaine manière. Elle écrit aussi dans son livre « Je ne pense pas finir ma vie sans avoir blessé physiquement un homme ». Et elle cite un texte de Christiane Rochefort, mais qui est un texte littéraire, c'est autre chose. « Sortez les couteaux », sauf que c'est très littéral dans le texte de Coffin. Bon. Maintenant, la question de l'hétérosexualité, du couple, etc. J'ai l'impression que moi, ce que je viens d'entendre... Quelques mots. Hein, très vite, c'est très général ce que vous dites. C'est extrêmement général, c'est vu de Sirius. Mais quand on regarde ce qui se passe vraiment dans la vie des gens, dans la vie des couples, hommes et femmes, ou hommes et hommes, ou femmes et femmes, vous avez tout. Vous avez des couples hétéros qui sont... Et on n'a pas attendu MeToo pour ça. Ni même le féminisme des années 70, bien sûr. Extrêmement égalitaire et harmonieux. John Milton, au XVIe siècle, au XVIIe, définissait le mariage comme une conversation dont il fallait pouvoir divorcer. D'ailleurs, c'est dans son livre sur le divorce. Bon. Donc, c'est quand même pas une histoire qui date juste d'il y a 4 ans et même pas d'il y a 50 ans. Les chiffres des violences, laissez-moi finir. Les chiffres des partages des mais tâches. Laissez-moi terminer. Mais quand on voit comment ça se passe dans des couples homo, et moi je suis psychanalyste, j'entends les gens qui sont en couple avec des femmes, si c'est des femmes, ou avec des hommes, ou en couple hétéro. Il y a autant de rapports de domination dans un couple lesbien ou gay que dans un couple hétéro. Il n'y en a pas moins. Par contre, il y a des choses que le mariage pour tous a apporté concernant la question du féminisme. Par exemple, le fait qu'une femme mariée prenne le nom du mari, qu'elle le veuille ou non. Tous les notaires vous mettront le nom de votre mari, etc. Ça n'a plus aucun sens. Puisque qui va donner le nom dans un couple lesbien ou dans un couple gay? Ça tombe en désuétude. Parce que les normes se sont élargies. Mais en ce qui concerne l'intimité, la question du désir et même la question du consentement, qui est une autre question, ce n'est pas la même chose, eh bien, je pense que moi, ce que je constate, ce que je vois autour de moi et dans ma clinique, c'est que les rapports de domination, les rapports de violence, les rapports vraiment difficiles sont partagés, quelle que soit la forme et le type de couple, quelle que soit la sexuation du couple, homo ou pas. Et la question de l'égalité dans un couple, bien entendu que le féminisme a apporté beaucoup de choses, qui ne s'est jamais fini, les combats du féminisme, mais je peux vous dire que quand vous voyez, par exemple, pour la question des femmes qui font toutes les tâches, que certaines femmes, certaines jeunes mères
veulent allaiter pendant 3 ans. Alors attendez, on va Parce pas que entamer ce pour pas que débat-là. les hommes- Sabine mais si, Procoris, pour on pas va, que les on hommes va approchent rester les sur enfants l'idée. à l'égalité. On va rester sur vos diagnostics de psychanalyse qui nous dit que le couple finalement, qu'on soit hétérosexuel ou homosexuel, c'est compliqué dans tous les cas de le mener à bien. Et là, je dois justement céder la parole parce qu'on arrive à la fin de cette émission et je dois céder la parole à Alexandre Kominek qui, lui, a décidément beaucoup de peine à se passer des femmes. Bonsoir. Merci pour cette présentation. Vous allez bien? Ça va super. Ça va, ouais? Ouais, bienvenue. Passe un bon moment, merci. Tranquille? Tout va bien? Jusque-là, ça va? Ok, bah super. Je suis là pour tout gâcher. Non, je plaisante. Alors, juste comme ça, faut que vous le sachiez, il faut savoir que semaine dernière, on était là. Et Laetitia ne savait même pas le thème qu'on allait aborder cette semaine. Tu peux en témoigner, Philippe. Hein, et il faut savoir que donc, moi, ce week-end, je check mes mails vers 2h du matin en boîte de nuit. Déjà, idée de génie. Et je vois écrit, en gros, MeToo. Je me dis, merde. En boîte de nuit. Laquelle? Je me suis dit, laquelle? Non, parce que depuis MeToo, les mecs, on sait tous qu'on a un dossier au minimum dont on n'est pas fier. Voilà. Et je me suis dit, mais comme c'est nul, je vais plonger, j'ai même pas de carrière. Après, j'ai réalisé que c'était ton mail à toi. Je me dis, je plonge pas. Mais bon, si je suis sur les mains bleues, c'est que j'ai toujours pas de carrière. Donc, MeToo, 4 ans après, le bilan. Ce que je te dise, pendant des milliers d'années, les femmes ont été rabaissées par les hommes. Et là, tu crois qu'en 4 ans, c'est réglé? Enfin, rien que moi, en 4 ans, ça n'a pas changé de ouf. Hein. Tu vois, je continue à picoler en semaine. J'écris à mon ex tous les soirs à 4h du mat. Enfin bref, ça, c'est une autre histoire. Mais je suis pas sûr que c'est vraiment changé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant, on est prévenu de certaines choses quant à nos comportements. Ouais, je voulais finir avec un thème léger, le harcèlement. Voilà. Je regardais des infos sur les amendes que tu peux choper suite à du harcèlement. Alors j'ai obtenu des chiffres en France, en Suisse c'était plus compliqué. Et alors ça peut monter très vite, hein, et c'est super, je vois. Parce qu'en 4 ans, on est vraiment passé de « oh ça va, la main au cul, je rigole » à « ah ouais, 250 € quand même ». Donc ça fait du bien, ça calme. Enfin, je dis ça, mais je ne sais pas combien ça coûte. Hein, parce que le harcèlement de rue, ça, par exemple, ça va de 90 à 750 €. Donc si un mec fait une remarque sexiste et qu'il est pris en flagrant délit par un flic, c'est 90 € tout de suite ou 200 dans les 15 jours. Et je trouve ça hyper réducteur car c'est exactement le même prix que tu payes quand tu prends le tram sans titre de transport. Donc en gros, tu peux dire « ça va salope ?» et continuer à pied. Je ne suis pas pressé. Hein. Ce qui me fait rire en plus, c'est que c'est l'écart qu'il y a. Ça va de 90 à 750 €. Qui juge pour dire la somme de l'amende? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui coche des cases pour savoir si tu as pris la demi-pension ou le forfait all-inclusive? Et en plus, l'argent, il ne va pas à la victime, mais à l'État. Donc ça se trouve, l'État ensuite redistribue cet argent dans les transports pour que les harceleurs soient mieux posés dans le métro. Elle est pas belle la vie? Hein? Je vous ai dit, je vais mettre une grosse ambiance. Ce qui fait très mal, les gars, par contre, c'est la dick pic. Alors pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est quand un mec vous envoie la photo de son sexe. Alors ça, c'est passible de 15 000 € d'amende. Et ça calme. Ah ouais, tu fais les gros yeux, Philippe. Ça calme parce que les mecs qui nous regardent là, je sais qu'ils se disent dans leur tête, ma tub ne vaut pas 15 000 €. Non, parce que si ça valait autant d'argent, il y aurait un marché de la tub. Il y aurait des collectionneurs, des expos. Hein, si les dick pics étaient des œuvres d'art, il y a des meufs qui ont le musée du Louvre dans leur message actuellement. Mais c'est pas de l'art, messieurs. Hein. J'ai jamais entendu une copine me dire « Regarde, c'est un phallus du néolithique, c'est exceptionnel. » Jamais. Donc le bilan de ces 4 ans pour moi, je sais pas, c'est que les choses avancent. Ça c'est bien, on a pris conscience de plein de trucs. Et surtout, en 4 ans, on n'a jamais vu autant de clitoris. Hein. Que ce soit à la télé ou bien dessiné en papier craft ou que sais-je, on nous a fait bouffer du clitoris. Donc après des milliers d'années, on sait enfin à quoi ça ressemble. Maintenant, messieurs, il ne reste plus qu'à le trouver. Et enfin, vous voulez un conseil, mesdames? Dans les transports, si vous sentez un regard insistant, courbez-vous en avant, tendez la main, boitez et commencez à demander de l'argent pour nourrir bébé. Parce qu'en 2021, les mendiants dans les transports, personne ne les regarde. Merci beaucoup Alexandre Kominek et merci à vous toutes et tous autour de cette table. Églantine Jamet, Inès Elchik, Sabine Procoris et Philippe Val. Voilà, le point c'est terminé. On se retrouve tous la semaine prochaine, dimanche à 20h. Bonne semaine, bye bye.